Bien, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux. C'est toujours un peu impressionnant d'avoir tous ces yeux tournés vers nous. Non. Je vous propose de commencer par peut-être un petit tour de table avant qu'on rentre dans le vif du sujet pour vous présenter à chacun et dire un petit peu quelles sont vos occupations et les sociétés que vous représentez aujourd'hui. Valérie, si tu veux commencer. Oui, bonjour à tous, Valérie Chiplet. Moi, je représente Capgemini Invent et je suis en charge de la practice de la banque de détail, donc au cœur des problématiques que nous allons parcourir ensemble et échanger aujourd'hui. Bonjour, Philippe Sanchis, je suis le directeur général de Vialink. Vialink, on est un éditeur de solutions à destination à la fois des banques et puis des néobanques et de tout le marché financier en général. Bonjour, je m'appelle Amine, je suis cofondateur et CEO de Card. Card, c'est un service de carte de paiement pour les adolescents, donc à partir de 10 ans, avec une double application, une pour l'enfant qui peut gérer ses dépenses et une pour le parent qui peut l'aider et le superviser pendant son démarrage de son parcours financier. Bonjour, moi je suis Kamel Neitchab, je suis le cofondateur et CEO d'OnlyOne. OnlyOne, c'est un compte impact positif. Donc l'idée d'OnlyOne, c'est de créer un compte qui permette à tout à chacun de pouvoir agir de manière très concrète avec des actions sur la lutte contre le réchauffement climatique et d'avoir un compte qui est à la fois éthique et solidaire. Merci à vous pour ces présentations. Je pense que maintenant, chacun voit un peu le rôle et les enjeux de chacun. Notre table ronde s'intitule KYC Expérience client, injonction contradictoire. Donc du coup, j'ai une première question pour vous, mesdames et messieurs du panel, histoire de rentrer très rapidement dans le vif du sujet. C'est finalement quels sont les impacts de ce processus KYC quant à l'expérience client au moment de l'onboarding. Lequel de vous, Kamel? Je peux démarrer. Effectivement, l'impact est colossal parce que, en tout cas pour une fintech, c'est le premier contact avec le client. Donc aujourd'hui, on est dans un monde d'immédiateté. Donc on parle beaucoup d'expérience utilisateur. Le KYC, c'est à la fois on va dire le premier contact, mais aussi un aspect réglementaire. Donc on doit aujourd'hui aussi faire face à de plus en plus de fintech qui abordent le sujet de l'entrée en relation avec des temps très records, enfin de 5 minutes pour l'ouverture de compte. Donc pour nous, c'est primordial que ce soit assez fluide, simple, mais qu'en même temps, on respecte la réglementation. J'ai envie de dire que pour les néobanques, en tout cas, c'est un vrai sujet. Amine, Valérie. Oui, je peux peut-être compléter en donnant aussi la vision des banques plus traditionnelles. Le KYC, comme tu le dis, Kamel, c'est à la fois un vrai sujet réglementaire que les banques traditionnelles ont l'habitude d'adresser avec toute la complexité qu'il y a derrière en termes de data à recueillir. Mais ça a été aussi pour les banques, je pense, un vrai accélérateur de leur parcours digitaux et de l'amélioration de leur parcours. Pour ne pas avoir une expérience client justement trop mauvaise, ça a été le moment de s'inspirer des néobanques et d'avoir des parcours fluides, de plus en plus digitaux. Nous, vous m'entendez ? Ouais. Nous, on a une approche qui est assez différente. Lors de l'ouverture du compte, il n'y a pas de KYC au sens vérification de l'identité où on l'entend, donc au sens réglementaire, pour la simple et bonne raison qu'en fait, il y a un dispositif qui permet de utiliser un compte jusqu'à 150 € si c'est de la monnaie électronique, mais c'est une technicalité, jusqu'à 150 € par mois sans vérifier l'identité des clients. Donc on s'est évidemment appuyé sur ce dispositif-là pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on s'adresse à une audience c'est des enfants de 10 à 18 ans, et donc il y a effectivement une notion d'immédiateté ou un besoin d'immédiateté qui est très clair. Et donc aujourd'hui, on est le seul acteur qui permet en fait en 2 minutes de passer de non-client à pouvoir payer dans un magasin. Donc on peut ouvrir son compte sur son téléphone avec l'autorisation du parent, faire une carte tout de suite virtuelle, la mettre sur son téléphone, sur Apple Pay, et acheter quelque chose. Et on a beaucoup de situations où en fait il y a des gens qui ont ouvert des comptes et qui se sont retrouvés clients parce qu'ils étaient bloqués à certains endroits et qu'ils ont eu soudainement besoin d'une carte. Donc on a vraiment dissocié ça, et donc le KYC se fait au niveau du parent une fois que le compte est ouvert, si le parent le veut ou s'il veut lever ses limites de 150 € qui, comme vous l'imaginez, pour des adolescents sont assez rares. Et donc on a eu le KYC, de la façon dont nous on le voit, c'est vraiment au sens très basique et littéraire du terme, c'est vraiment Know Your Customer, et
la vérification de l'identité, en fait, c'est quelque chose qui, enfin, le KYC au sens les papiers, etc., c'est quelque chose qui nous permet évidemment de répondre à nos obligations réglementaires, mais aussi de juste cocher la case. Effectivement, bon, cette personne, c'est bien la personne qui nous dit qu'elle est, mais la connaissance du client, pour nous, elle passe par beaucoup d'autres choses, et souvent, on connaît très bien nos clients avant même qu'ils aient complété cette étape de fourniture de documents. Ouais, on va effectivement rentrer dans ce sujet de la connaissance client à proprement parler. Peut-être que Philippe, tu veux nous apporter un éclairage sur finalement ce KYC qui peut aussi être une opportunité business derrière, avec les technos éventuellement, la data et ce genre de choses. Ben, en fait, bon, le titre de l'atelier, injonction contradictoire, KYC, expérience client, on est vraiment au cœur de ce qui rend fou, en fait, parce qu'injonction contradictoire, c'est ce qui rend fou. D'un côté, on a évidemment cet aspect réglementaire qui est très très fort, et puis de l'autre côté, on a une volonté, mais que on partage tous finalement, nous en tant qu'offreurs de solutions spécialisés sur ce sujet de l'automatisation du KYC et puis de l'expérience client, de comment on fluidifie l'expérience client, hein, que ce soit en digital d'ailleurs, ou pour des grandes banques de réseau, parce qu'on fait dans les deux cas. Mais c'est vraiment le sujet. Alors, quand on parle de KYC, il faut toujours revenir aux bases. Hein. C'est ce que tu disais, c'est-à-dire que le KYC, c'est de la connaissance client. Donc, et si on veut être efficace commercialement, dans tout métier, il faut déjà commencer par connaître ses clients pour être pertinent dans ce qu'on leur propose, pour être pertinent dans la compréhension de leurs besoins et pouvoir les accompagner dans ce qu'ils veulent faire. Et donc, le KYC, oui, bien sûr, on peut le voir comme une contrainte réglementaire au sens premier du terme, c'est ce qu'il est, quelque part, hein, bien sûr, mais aussi comme un enjeu très commercial, un enjeu de performance commerciale. Et c'est justement en travaillant sur des outils, sur comment on peut concilier finalement ces deux pans qui sont aussi stratégiques l'un que l'autre, réglementaire et performance, expérience client, en conciliant les deux, grâce à des solutions technologiques et à des processus et à des méthodes et à des manières un peu innovantes de faire, qu'on arrive à vraiment en faire une véritable opportunité commerciale. Merci pour cet éclairage. Je sens que Valérie, tu as envie de prendre la parole sur l'aspect retail banking justement et cette opportunité business que peut éventuellement offrir, et c'est peut-être la question, que peut éventuellement offrir le KYC. Oui, tout à fait. Alors, pour une banque avec un réseau et des conseillers, je pense que à la fois c'est pas nouveau hein, de passer du temps avec son client pour entrer en relation et découvrir à la fois son profil, ses besoins. Mais le KYC, finalement, c'est juste une étape qui existe déjà, mais qui va peut-être permettre de la renforcer, en fait. Donc, c'est prendre le temps à la fois de recueillir des éléments réglementaires, d'identité, d'authentification, mais surtout des éléments de connaissance client qu'on va pouvoir stocker, travailler, analyser, et avec lequel on va pouvoir être proactif vis-à-vis de sa clientèle. Donc, finalement, ce n'est pas une injonction contradictoire. Le KYC, c'est le cœur de l'entrée en relation, c'est le cœur de la découverte client, et c'est donc le cœur du métier du banquier. Quand on le prend en tant que connaissance client à proprement parler, et qu'on fait, entre guillemets, pas fi des obligations réglementaires, parce que ça, on n'a pas le droit de le faire, mais quand on s'en arrange et on s'en accommode pour effectivement maximiser sa connaissance à proprement parler de ses clients. Exactement. Et du coup, c'est effectivement aussi grâce aux outils qu'on va finalement rendre le plus possible invisible ce process peut-être un peu laborieux de recueil de documents, de stockage, mais du coup rendre ce parcours plus fluide et laisser la place à l'échange en minimisant le temps passé au recueil et au stockage des documents. Et c'est là où, je pense que mes collègues vont y revenir, c'est le digital est un excellent levier justement pour simplifier ce parcours, simplifier ce process et donner le temps à l'échange. Oui, c'est un peu la question que j'avais. Alors, la CPR me pardonnera, je vais vous appeler des néobanques et ça simplifiera le sujet, mais je pense qu'on est tous au courant de la définition aujourd'hui. Mais je voulais vous donner la parole, Amine, Kamel, je ne sais pas lequel des deux veut commencer sur ce sujet-là, justement de la connaissance client et l'opportunité business que ça peut représenter. Alors, du coup, moi, j'ai la double vision, parce que j'ai passé beaucoup de temps dans le réseau bancaire, dans le retail. Et effectivement, le KYC, en tout cas l'entrée en relation, c'est l'opportunité qu'on a de pouvoir découvrir son client dès le premier entretien. Parce qu'en général, le client, lorsqu'il entre en relation, est plus, on va dire,
enclin à parler de lui, justement, parler de ses besoins. Donc effectivement, sur un processus qui était très administratif, très papier, etc., on passait beaucoup plus de temps à collecter ces informations, ces documents. La digitalisation va permettre justement de passer moins de temps sur la collecte des informations d'un point de vue réglementaire et passer plus de temps pour découvrir le client. Maintenant, d'un point de vue néobanque, effectivement, tout est digitalisé. Donc on ouvre le compte depuis l'application, donc il n'y a pas de contact humain. Et ça, je pense que c'est aussi un biais du tout digital. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est qu'effectivement, chaque fois qu'un client s'onboard, on va, autant que faire se peut, essayer de l'appeler pour connaître, enfin déjà, pour connaître la raison pour laquelle il a ouvert son compte et de bien sûr identifier ses besoins et de passer un peu plus de temps aussi sur cette notion de quelles sont vos attentes, quels produits financiers attendez-vous, qu'est-ce qui vous a attiré chez OnlyOne, etc. Et je pense que on peut allier assez bien le monde du digital et garder ce contact humain. Donc alors on ne va pas parler de digital parce qu'il faudrait parler plutôt d'agence ou spot ou des choses comme ça. Mais en tout cas, nous, on ne perd pas de vue que le contact humain et la découverte passent aussi par cette relation en direct avec le client. Nous, encore une fois, là-dessus, on a une approche qui est encore assez différente parce que c'est très particulier. Nous, par définition, on rentre en relation avec des clients qui sont bancarisés pour la première fois. Et donc, on a tout misé d'abord sur une ouverture de compte ultra rapide. Je pense que ça, c'est important et c'est quelque chose qui a vraiment fait le défaut des acteurs jusqu'à présent. C'est la complexité qu'il faut pour ouvrir un compte. Et de surcroît, quand on est ado, c'est extrêmement complexe. Il faut beaucoup de temps. Il faut venir avec le parent, revenir chercher la carte, faire plein de documents, etc. Donc, c'est assez dérangeant. Et donc, nous, on a vraiment simplifié ça au maximum. Donc, j'ai dit sans KYC. Donc, l'ouverture de compte se fait en 2 minutes. Et après, on ne peut pas faire un entretien avec le client pour lui dire qu'est-ce que tu attends ou quoi. Enfin, il n'y a pas d'attente particulière, c'est la première fois. Donc nous, on est plus sur une approche, disons, qui va être beaucoup plus éducative, etc. Mais par contre, c'est avec le parent qu'on va avoir cette notion un peu de connaissance. Pourquoi est-ce que le parent est venu, qu'est-ce qu'il attend de notre service. Et ça se fait au fur et à mesure de la relation, au fur et à mesure de l'usage. Et on essaye de ne pas vraiment le concentrer à l'onboarding, partant du principe que quand la personne va ouvrir un compte, c'est assez fonctionnel. En fait, sur le moment, il faut que le compte soit ouvert. Et puis après, on passe à tous ces côtés apprentissage qui se fait au fur et à mesure, en utilisant évidemment les données d'usage, mais aussi communication avec le client. On avait abordé des sujets aussi en pré... Ah, Philippe, tu voulais rebondir? Oui, juste un point, parce que je voulais rebondir sur ce que disait Kamel, parce que en fait, ce contact aussi, ce KYC un peu enrichi, mais vu au sens d'une relation commerciale finalement, pour comprendre les besoins, etc., c'est aussi, je pense, un des angles de vue importants, c'est que souvent, quand on parle du KYC, alors souvent quand on parle d'ouvrir un compte, etc., il y a une petite différence d'approche souvent entre je vais utiliser le terme les néobanques, ou en tout cas des acteurs très digitaux, et puis des acteurs plus traditionnels, banques de réseau, qui sont de plus en plus digitaux, mais qui sont vraiment, qui viennent du monde du réseau. C'est cette différence d'approche qui est d'un côté souvent très identitaire, parce que finalement on a besoin de vérifier l'identité pour ouvrir un compte, on ouvre un compte et puis voilà. Alors que dans une approche plutôt plus traditionnelle, l'approche est beaucoup plus large et elle essaye d'être le plus large possible pour bien comprendre, j'allais dire, son client, ses revenus bien sûr, parce que derrière, il y a des enjeux de produits, de vente de services, de financement, etc. Et donc je pense que c'est intéressant de voir que cette approche la plus large possible, un peu à 360 degrés de la vision d'un client et de son potentiel, finalement elle est au cœur, j'allais dire, des approches d'acteurs plus traditionnels, mais aussi peut-être d'acteurs très digitaux. Oui, tout à fait. Peut-être pour compléter, je pense qu'effectivement, l'approche n'est pas la même et j'allais presque dire le métier n'est pas tout à fait le même entre offrir un compte de paiement finalement qui va être là juste pour gérer des flux d'entrants-sortants et ouvrir un compte bancaire qui est le début d'une relation globale où on va avoir derrière des financements, des risques. Donc bien sûr, on ne va pas recueillir tout à fait les mêmes informations et on ne va pas avoir le même rôle de banquier.
Alors, on dévie peut-être un petit peu des préparations, mais c'est hyper intéressant et je vous remercie pour ça. C'est bien, chacun débat vraiment et c'est ce qu'on voulait pour cette table ronde. Donc chacun vient avec ses convictions. Maintenant, j'aimerais quand même qu'on apporte un éclairage, c'est-à-dire qu'auprès de Card que tu représentes ou auprès d'Only One, il me semble que pendant les présentations, on avait pu échanger sur aussi la volonté de pouvoir continuer d'accompagner ses clients aussi dans le temps. Vous êtes, on va dire, excusez-moi si l'expression, mais des jeunes pousses, entre guillemets, enfin 2019 il me semble pour Card, désolé, à peu près la même chose pour Only One, et finalement vous êtes lancé sur une ouverture de compte courant, alors chacun avec des cibles différentes, mais je pense que vous avez des projets pour l'avenir, peut-être que vous avez envie d'y toucher, de nous dire 2-3 mots là-dessus. Oui, absolument. Mais ça revient à ce que vous disiez. Effectivement, on démarre, nous, avec une expérience bancaire qui est relativement simple. C'est un compte bancaire donc, sur lequel on peut recevoir des virements, faire du paiement, recevoir de l'argent de ses parents. Donc ça reste quand même un usage assez simple pour un adolescent, mais ils viennent en moyenne autour de 14 ans. Donc on les accompagne jusqu'à leur majorité. C'est là qu'on développe une expérience client qui est extrêmement forte. On en a même qui arrive à 10 ans, 11 ans. Beaucoup, c'est 20% de nos clients. Et donc on développe quand même une connaissance client qui est extrêmement forte et la notion de vraiment know your customer prend un sens qui est énorme parce qu'on a accompagné ce client durant toute sa jeunesse. Et effectivement, l'ambition, c'est de les garder, de les accompagner plus tard, pendant leurs études, ensuite à leur premier emploi, etc. Et aujourd'hui, on a 80% de nos clients qui passent à la majorité qui restent des utilisateurs actifs. Donc on a réussi notre pari. Ils ne partent pas, comme les gens l'avaient prédit, dans d'autres banques pour adultes ou quoi que ce soit, parce que notre produit n'est pas conçu comme étant un produit pour enfants. Et donc on arrive à utiliser justement cette connaissance client qu'on a eue et qu'on a acquis pendant leurs premières années de bancarisation pour pouvoir les accompagner ensuite. Et puis il y a une relation de confiance qui est très forte qui s'est créée. Et du coup, il y a aussi, ils nous sollicitent pour X et Y besoins. Et donc on va ajouter à notre palette de services tous ces produits que sont le prêt, l'assurance, etc. pour pouvoir accompagner ces clients-là sur les produits dont ils ont besoin une fois adultes. Merci. Kamel, Oui, alors nous, on ne s'arrête pas au compte de paiement en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le compte de paiement d'Only One permet de pouvoir mesurer, piloter son empreinte carbone donc, au travers de ces transactions. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on capte aussi toute l'information, donc des paiements. Donc on agrège les comptes aussi pour pouvoir avoir le maximum d'informations. Et l'idée d'Only One, c'est aussi de pouvoir derrière proposer d'autres services. On ne va pas s'arrêter uniquement au compte de paiement. Et là, on a une marketplace où on va proposer de l'épargne, de l'assurance avec des partenaires. Donc connaître le client et connaître justement ses appétences à ce type de produit aussi est importante. Donc c'est pour ça que ce que j'expliquais tout à l'heure, bien sûr, on va comprendre de mieux en mieux notre client en fonction de l'utilisation du compte, mais aussi de l'utilisation de ses autres comptes parce qu'on les agrège. On va pouvoir aussi derrière, en continuant cette relation, à savoir si effectivement par rapport aussi... Alors notre moyenne d'âge aujourd'hui c'est 35 ans, donc ça veut dire que c'est des personnes aujourd'hui qui épargnent, qui font du crédit, etc. Et c'est toute la limite qu'on ne voulait pas avoir, à savoir uniquement se concentrer sur le compte de paiement. Donc on a mis aussi en place un KYC enrichi, étendu, pour poser plus de questions sur des questions effectivement affinitaires. Quel est son mode de consommation, quelles sont ses habitudes, etc. Pour mieux derrière proposer des produits et services, d'aller chercher aussi des partenaires qui vont correspondre justement à ces besoins-là. Et finalement monter une sorte de marketplace, Parfaitement. Si on peut appeler ça comme ça. Okay. On parlait aussi d'autres dimensions, Valérie, tu nous avais échangé pendant la préparation sur ce sujet-là, des dimensions où on a besoin finalement de collecter d'autres formes de data, on a parlé un petit peu de DRSE et ce genre de choses. Est-ce que tu peux nous en toucher? Oui, tout à fait. Kamel vient de commencer à l'aborder. Comme on le dit, le KYC, c'est la découverte, c'est de la connaissance client. Et on voit qu'on a besoin d'élargir en fait la découverte, à la fois sur des dimensions aujourd'hui de comprendre en fait les projets de vie du client, qu'ils soient bancaires, extra-bancaires, pour venir derrière avec des solutions et du conseil. Et notamment sur la dimension RSE, donc Only One est un bon exemple, on va avoir besoin de plus en plus de données, à la fois pour répondre finalement à des questions réglementaires, puisque on a de plus en plus d'indicateurs de reporting sur le volet RSE à fournir aux instances européennes, mais aussi de manière à pouvoir proposer aux clients appétents
pourquoi pas des offres, des services et du conseil sur ces dimensions. Donc, le sujet sur lequel s'est positionné OnlyOne du compte à impact, je pense, va d'ici peu devenir le sujet de tout le monde, le sujet de tous les acteurs financiers, de manière à se dire qu'est-ce qu'on va proposer à quel client sur cette dimension. Alors, et Philippe, grâce au KYC, ça sera un excellent vecteur d'information. Justement, Philippe, je voulais rebondir là-dessus. Excellente nouvelle, ça va devenir la priorité de tout le monde. Donc c'est une bonne nouvelle pour un éditeur de logiciel comme Vialink qui fournit des technologies. Comment on peut accompagner justement cette transformation en termes de collecte de données, d'informations? Je pense qu'il y a, comme dans tout parcours, parce que là, si on parle finalement d'entrer en relation, de début de relation, hein, c'est l'enjeu. C'est l'enjeu du début du cycle de vie d'une relation, mais c'est également l'enjeu après, hein, c'est ce que vous évoquez tous les deux. Il n'y a pas que le début, il y a aussi ce qui se passe après et potentiellement des années après. Je pense que la technologie, elle peut apporter, j'allais dire, beaucoup de choses. Elle ne résout pas tout, hein, mais elle peut apporter dans une optique de parcours client, de qualité de relation, de facilité de relation. Il y a des enjeux qu'elle peut très bien adresser et qu'on adresse nous avec nos solutions d'automatisation finalement du KYC. C'est des enjeux d'immédiateté où on peut avoir bien sûr une perception, une expérience client beaucoup plus pertinente. Et ça, dans une optique vraiment à 360 degrés du client, que ce soit, je le disais tout à l'heure, identité, mais aussi revenu, mais aussi voilà, tout un tas de paramètres du client qu'on peut analyser, qu'on peut j'allais dire au sens métier du terme, traiter de manière quasi immédiate maintenant. Et ça évidemment, ça fluidifie énormément les parcours et c'est évidemment très bien perçu par les clients. On peut aussi l'assister, on peut lui éviter de saisir tout un tas d'informations. On sait bien que ça, c'est aussi une des pains assez douloureuses. On l'a tous fait, on nous demande plein de choses, et puis après on nous demande de charger souvent des justificatifs, des choses comme ça. En fait, maintenant, la technologie, elle peut permettre de remplir complètement le dossier simplement en chargeant quelques pièces, et puis le dossier se remplit lui-même. Enfin, voilà, il y a plein d'endroits où la technologie, en tout cas, elle peut apporter, elle peut faciliter cette expérience client, et elle peut la fluidifier. Et bien sûr, derrière, mais ça se voit moins, elle peut apporter aussi beaucoup de choses en termes de compliance, puisque on va pouvoir, grâce à la technologie, avoir une traçabilité, une auditabilité qui va être complète. Et ça, sous tous les paramètres, encore une fois, de l'analyse du profil d'un client. Donc, la technologie, elle intervient à plusieurs endroits, hein, et c'est pour ça qu'elle elle a tendance à concilier des choses qui sont un petit peu inconciliables. D'un côté, cette volonté d'expérience client de fluidité, et puis de l'autre côté, des aspects très, très plus lourds, plus réglementaires, on va dire. Je pense qu'il y a un sujet qui est important quand vous mentionnez l'aspect RSE. Aujourd'hui, quand on pense RSE, c'est très souvent, en tout cas dans le secteur bancaire, environnement, énergie fossile, ce genre de financement. Je pense que le S de RSE n'est pas suffisamment pris au sérieux. Il y a un vrai problème dans la société, c'est la connaissance financière et la gestion de l'argent. Aujourd'hui, en France, il y a 60% des gens qui sont à découvert au moins une fois par an, en dépassement de découvert, et 25% tous les mois. C'est quelque chose qui n'a jamais été traité par les acteurs et les établissements traditionnels, parce qu'en réalité, je pense que ça les arrange quand on voit la part que ça représente dans le résultat. Et donc, je pense qu'il y a un vrai sujet, et il y a 80% aussi des Français qui disent qu'ils ont un niveau de connaissance très faible, très moyen, sur les questions financières. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que je pense que la connaissance du client, elle ne sert pas qu'à appeler son client pour lui dire « Ah ben, tu sais quoi, je pense qu'en fonction de ton usage, tu devrais faire telle assurance vie, ou bien tu devrais acheter tel ou tel de mes produits ». Je pense que la connaissance client, elle sert surtout d'abord, en tout cas nous c'est notre approche, à éduquer financièrement les gens. Et donc, nous, en tout cas, le travail qu'on fait, et c'est pour ça qu'on a une tarification qui est en fait qu'un enfant dépense 100 € par mois ou qu'il en dépense 2, il n'y a pas de découvert. En fait, dans tous les cas, quel que soit le comportement, on gagne la même chose. Donc en fait, on n'a aucun intérêt à ce qu'un client gère mal son argent, et on a tout intérêt, au contraire, à ce qu'il le gère mieux et à ce qu'il prenne confiance dans notre institution pour qu'il puisse rester plus tard. Et c'est ce qu'on fait en utilisant justement la connaissance client. Et donc, par exemple,
Quand on sait qu'un enfant va dépenser en moyenne 30 € par mois, et puis il y a un mois où soudainement il va en dépenser 25, on va lui dire, ah bah tu sais quoi, regarde, tu as 5 €, mets-les dans un coffre, apprends à épargner. Donc on va essayer de pousser ce genre de choses de façon personnelle, en utilisant la technologie et aussi l'humain, pour en gros leverager cette connaissance client pour pousser des usages sains et un apprentissage et une connaissance financière qui, je pense, va servir plus tard, parce que c'est comme tout, dans la vie on apprend plein de choses quand on est petit, et il y a beaucoup de choses qui ne nous servent pas. La réalité, c'est qu'on sera tous confrontés à un moment ou à un autre à avoir un compte bancaire avec plus d'argent, à devoir épargner, vouloir acheter un appartement, etc. Gérer un budget, gérer des fins de mois, et donc c'est important d'apprendre ça plus jeune. Oui, je suis entièrement d'accord. Sur la partie sociale et environnementale, il y a une étude qui date de 2 ans maintenant de l'Ipsos qui révèle que 60% des Français aujourd'hui ont comme considération première le réchauffement climatique et tous les aspects aussi sociétaux. Et quand on leur pose la question, est-ce que votre conseiller vous a déjà proposé un produit type ISR, 90% des personnes répondent que non. Donc effectivement, il y a déjà une pédagogie aussi à avoir, notamment sur, tu parlais des énergies fossiles, etc. Beaucoup de gens aujourd'hui se posent la question de savoir de ce qui est fait de mon argent, notamment par rapport à l'épargne. Donc il y a un aspect pédagogique et un aspect aussi d'expliquer que la finance peut être, ou en tout cas la banque, peut être utilisée à bon escient. Mais à côté de ça, effectivement, il y a tout cet aspect éducation financière pour savoir sur quel produit je place mon argent, de quelle manière, où est-ce que ça va être utilisé. Et c'est tout l'objectif d'Anline aujourd'hui, c'est de faire cette pédagogie financière, mais aussi de proposer les produits qui correspondent aussi aux attentes. Et la connaissance client, et c'est pour ça que je reviens sur le côté digital, d'accélérer l'onboarding pour pouvoir être un peu plus, passer un peu plus de temps sur ces questions-là. Bah ça reste primordial pour nous, de faciliter une partie du KYC et ensuite de passer du temps sur ces sujets qui sont pour moi essentiels aujourd'hui. Merci Kamel de m'offrir cette magnifique transition, puisque je vais rebondir sur une étude que Capgemini a pu présenter pendant l'événement de InBank, sur le fait que, mais je vais te laisser la parole très rapidement Valérie, parce que tu vas le faire bien mieux que moi, de présenter cette étude-là, avec les deux modèles, on va dire banque digitale et banque de retail, finalement ont une tendance à se rapprocher à minima dans les attentes du client. Oui, tout à fait, merci. Effectivement, je dirais la belle surprise en fait de cette étude qui est renouvelée chaque année, c'est de voir que finalement les attentes des clients convergent entre des attentes de banques de réseau, banques de proximité et banques digitales. Les clients sont à la fois maintenant très appétents à des parcours digitaux, notamment comme le KYC. Et d'ailleurs, on voit que la satisfaction des clients par rapport à la digitalisation, qu'ils soient dans des néobanques, des banques digitales ou dans des banques de proximité, est bonne. Et cette note de satisfaction a beaucoup augmenté ces 3-4 dernières années. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour toutes les banques. Et le deuxième enseignement de cette étude, c'est que les clients attendent du digital, mais aussi de l'humain. Alors vous allez me dire, c'est pas très surprenant. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a une sorte de début de convergence des modèles. Vous l'avez évoqué d'ailleurs tout à l'heure, tous les deux. C'est-à-dire que les banques de proximité ont beaucoup travaillé à mettre du digital dans leur parcours, dans leurs offres et ont bien avancé, on va dire. Et les néobanques et les banques digitales mettent de plus en plus d'humains dans leur parcours. Elles ont souvent commencé par des entrées en relation et des offres très self-care avec de l'immédiateté. Mais on a de plus en plus maintenant de propositions d'avoir accès à un conseiller, voire même pour certaines d'avoir un conseiller référent, voire dédié. C'est-à-dire qu'on approche la notion d'avoir des portefeuilles de clients et de gérer ses clients dans la durée avec de la relation humaine, même si elle est à distance. Merci. On a évoqué beaucoup de sujets. Alors évidemment, là, on vient de parler d'humain, on a parlé d'environnement, on a parlé d'éducation, tout le côté sociétal, on a parlé de data, on a saupoudré le tout par l'expérience client. Il y a une chose que vous avez dit tout à l'heure sur laquelle je voudrais qu'on revienne, c'est ce besoin ou cette envie d'immédiateté. On a évoqué des ouvertures de comptes assez rapides et ainsi de suite. Philippe, du coup, je commencerai bien par toi sur... d'une part, ce que nous demandent nos clients, comment on peut leur répondre sur ce besoin de leurs propres clients, sur la façon immédiateté, rapidité. Et ensuite, j'aimerais bien passer sur Amine et Kamel pour
qui nous parlent aussi de leur expérience chez vous, on va dire. Et Virginie, peut-être sur une ouverture sur la banque de retail. Je te laisse commencer, Patrick. Oui, enfin, la volonté d'immédiateté, je dirais qu'il suffit de se regarder soi-même. Enfin, on demande tous maintenant dans ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours une immédiateté la plus optimale possible. On n'aime pas attendre, on est comme ça. C'est notre évolution collective. Donc je pense que sur des parcours digitaux, justement, on a cette même attente en tant que client. Hein. Enfin, on le fait tous, hein, on est tous clients de plein de choses. Et cette attente d'immédiateté, elle est très forte, en fait. Et à minima, quand elle ne peut pas être satisfaite, c'est une attente de savoir exactement où on en est, quelle va être la prochaine étape, d'éviter des allers-retours inutiles, parce qu'on déteste perdre du temps. Et c'est tout un enjeu. Peut-être justement, il y a eu un vrai travail, je pense, des banques traditionnelles, mais bien sûr des banques digitales et des acteurs digitaux depuis le début. C'est de travailler sur ce ressenti client, sur cette nécessité d'immédiateté et cette nécessité aussi de transparence pour ne pas générer de frustration. La frustration, on l'a tous connue, hein, dans plein de processus, financiers ou pas, mais financiers souvent, où on ne sait pas trop où on est, ça dure longtemps, on nous rappelle, enfin, voilà. Et ça, c'est absolument abominable, évidemment. Donc cet enjeu d'immédiateté, je pense qu'il est au cœur de plein de choses, que ce soit de la performance commerciale, de l'efficacité, j'allais dire, des gains de productivité, mais de qualité de service et de qualité de relation qu'on construit avec ses clients. Donc ça, je pense que c'est vraiment très très central. Et encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, la technologie, elle est là pour j'allais dire, satisfaire cette demande. Et quand cette demande, elle ne peut pas être entièrement satisfaite, au moins, elle est là pour outiller et pour donner de la visibilité sur une expérience client, sur un parcours, et avoir des retours entre guillemets temps réel, même si la réponse n'est pas complètement temps réel. Kamel Amin, le premier qui le sent, jump. Non, mais c'est vrai que maintenant on a des standards quand même sur l'immédiateté qui sont assez hauts. Je parle des néobanques parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut que le compte soit ouvert en 5 minutes. En tout cas, on a un résultat au bout de 5 minutes pour savoir où on en est, de savoir même limite quand est-ce que la carte va arriver. Je pense que maintenant, c'est un peu le montré comme ça, quoi. Enfin, on doit ouvrir son compte aujourd'hui aussi facilement qu'on achète sur Amazon. Donc l'immédiateté pour nous, c'est juste répondre à un besoin actuel et qui aussi reflète notre société et ce qui a été mis en place par d'autres acteurs au-delà de la banque ou de la néobanque. Mais, du coup, alors encore une fois, la SAPR me fera un mea culpa, mais qu'est-ce qu'une néobanque met en place aussi pour... Tu as un pendant, je pense, entre immédiateté, rapidité, instantanéité versus qualité, et donc qualité de ce que vous recevez comme information au moment de l'ouverture. Parce qu'on ne va pas se mentir, il y a quand même des tentatives de fraude, il y a ce genre de choses. Et donc comment je fais en tant que néobanque pour rester dans la réponse à la demande de mon client qui est très claire, je veux ouvrir un compte en 5 minutes et pouvoir l'utiliser immédiatement, versus des injonctions ou en tout cas des directives des régulateurs qui sont oui, mais pas pour n'importe qui, pas n'importe quoi, ni n'importe comment. C'est là qu'intervient des partenaires comme Vialink, c'est qu'en temps réel, on doit avoir l'information de savoir si effectivement c'est une usurpation d'identité, une fraude, etc., qu'on puisse détecter directement sur le document client et puis bloquer tout de suite, hein, par exemple, pour ce type de cas. Donc on a besoin aujourd'hui en tout cas la partie KYC, bien entendu de respecter la réglementation, mais aussi de satisfaire le client. Donc c'est pas si simple. Voilà, c'est ça ma question. Voilà, c'est pas simple. Donc effectivement, quand tu vas avoir un client qui va, par exemple, mettre sa pièce d'identité, ce document, qu'on met 24 heures ou 48 heures pour lui dire que c'est pas bon, ça ne va pas, ça ne passe plus aujourd'hui. Donc c'est pour ça que des outils qui nous permettent en temps réel de faire la vérification, de redemander tout de suite au client et pas attendre 24 heures pour lui dire en fait c'est pas passé, il faut le refaire, c'est le cœur de notre business aujourd'hui, hein, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est que c'est à l'entrée en relation qu'on va créer la relation. Il faut que ça se fasse très rapidement. Alors Amine, toi forcément tu dois potentiellement avoir un point de vue un peu différent parce que finalement ton modèle est un peu différent, mais tu as éventuellement quand même des points de friction à un moment ou à un autre, peut-être pas à l'onboarding, mais peut-être un peu plus tard quand ton client, on va dire utilisateur du moins, passe sa majorité.
Comment tu le traites, comment tu le gères, ce genre de choses? Oui, alors effectivement, à l'onboarding, on n'a pas de friction parce qu'on n'a pas la vérification d'identité. Elle est repoussée plus tard. On a juste une vérification qui est obligatoire, c'est de savoir si cette personne est sur une liste de sanctions ou est une personne politiquement exposée. À ce moment-là, on la bloque. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Mais c'est immédiat. Et donc, ensuite, la vérification d'identité, effectivement, elle est pas obligatoire à partir du moment où on ne dépasse pas 150 € par mois. Ça arrive que beaucoup de parents la font, même s'ils ne dépassent pas 150 € par mois, parce qu'ils ont l'habitude, parce que c'est proposé, c'est mis en avant dans l'application. C'est naturel, ils le font. Et on s'appuie aussi sur des partenaires technologiques qui sont de très haute qualité, qui utilisent une technologie d'intelligence artificielle pour pouvoir détecter si les documents sont bons ou pas sur une vidéo et d'avoir des réponses qui sont extrêmement rapides. Ce qui se passe à la majorité, c'est que du coup, en fait, nous, on fait la vérification d'identité sur le parent, tant que l'enfant est mineur. Une fois que l'enfant devient majeur, il faut vérifier son identité à lui, parce qu'il prend possession du compte. Et là aussi, en fait, on a obtenu une flexibilité qui donne 30 jours pour le faire. Donc là aussi, il n'y a aucune friction. Même si l'enfant a dépassé des limites de 150 €, il y a une tolérance de 30 jours pour que l'enfant fasse lui-même sa vérification d'identité. Et pareil, c'est poussé régulièrement dans l'application, etc., de sorte à ce que l'enfant le fasse à un moment. Et on n'a pas de frictions qui ont été détectées à ce niveau-là. Cool, c'est bon, c'est une bonne nouvelle ça. Valérie, du coup, est-ce que tu as un éclairage côté retail? Oui, alors comme je le disais, hein, enfin, les parcours progressent dans les banques retail. Effectivement, le sujet du parcours de KYC, c'est les ruptures de process. On est traditionnellement dans les banques, dans des types de process où on travaille entre le front et le back-office, et souvent on a un long tunnel avec un front et un back qui historiquement se parlaient pas beaucoup. Mais comme je le disais, on progresse. D'ailleurs, l'expérience client le montre. En fait, elle est de mieux en mieux notée. C'est-à-dire qu'on va aussi éliminer ces frictions. Déjà, on va beaucoup plus automatiser grâce aux solutions comme Vialink que vous évoquez, de manière à avoir plus d'immédiateté. Et même si on n'a pas d'immédiateté dans tous les cas, parce qu'il y a des cas à vérifier, à contrôler, et le régulateur nous le demande, vous allez avoir non plus un long tunnel, mais justement une capacité à suivre votre process et à donner de l'information à la fois au client, mais aussi à son conseiller. Ce qui est souvent assez nouveau, parce que historiquement, le conseiller ne savait pas non plus pourquoi ça bloquait et où ça bloquait dans les tuyaux derrière. Donc, de plus en plus, à la fois clients et conseillers ont une vision de l'avancée, et ce qui fait que, même si ce n'est pas immédiat, si on sait expliquer, le client va comprendre. On récupère de la patience à ce moment-là. Tout à fait. Ça te fait sourire. Quelqu'un d'autre voulait réagir? Non, juste, ouais, nous, ce qu'on a mis en place justement sur l'application, c'est que en temps réel, à chaque fois, on sait où on est de l'étape. Et ça rejoint aussi le point de savoir, en fait, la seule chose que veut le client, c'est de savoir où ça en est. Donc, j'ai pas besoin de prendre mon téléphone ou d'envoyer un email, etc. En temps réel, on a la situation de l'ouverture. Et si effectivement on demande d'autres informations, il avertit en temps réel et il peut justement refaire son KYC. Je pense que le terme, on rachète de la patience. J'ai déposé un copyright. On a le capital patience qui remonte. Si on se projette maintenant, parce que là je pense qu'on a fait un bon tour sur le côté connaissance client au service du client et non pas exclusivement au service du réglementaire, il y a un moment donné, il faut peut-être aussi s'interroger sur finalement qui va être la gouvernance du projet quand on met en place ce genre de choses. Que ce soit dans tout type finalement, néobanque, banque digitale, online, banque de retail. Quels seraient vos conseils en tout cas? Qui vous asseyeriez autour de la table pour discuter de ces aspects-là? Et alors là, je vous laisse vous débrouiller, c'est le premier qui parle qui a raison. Allez-y. Moi, je peux donner un tout petit éclairage, c'est que en fait, tout est dans le titre de notre discussion, c'est-à-dire que on dit expérience client, KYC, un peu l'aspect réglementaire. Je pense que moi, ce que je vois chez nos clients, qui sont à la fois des banques digitales, à la fois des banques de retail, des banques traditionnelles, je
je crois que le point essentiel, c'est justement d'asseoir autour de la table à la fois une vision très parcours client, expérience utilisateur, expérience digitale, relation client, donc un axe très commercial au sens premier du terme. Et puis autour de la table, il faut absolument aussi avoir cette vision, j'allais dire compliance, un peu plus réglementaire, parce que nous, ce qu'on voit, c'est quand un projet est porté uniquement d'un côté ou uniquement de l'autre, c'est en général pas un très bon point de départ, parce que sur ces processus-là, il faut une vision, j'allais dire, partagée, et sur des acteurs financiers, ces deux aspects sont absolument stratégiques. Donc il faut les deux angles de vue. Oui, je partage complètement. Alors, je vais peut-être donner un éclairage aussi pour les banques plus traditionnelles. Je laisserai Kamel s'exprimer après. Je pense pour une banque traditionnelle, ce que tu dis, Philippe, ça fait finalement beaucoup d'acteurs autour de la table, contrairement aux néobanques, j'imagine. Ça veut dire qu'il va falloir concilier l'expérience client, donc la distribution, le marketing, mais aussi les processus qui vont aller jusque dans les back-office, mais aussi la compliance, bien sûr, et tous les aspects juridiques autour de la question. Donc, alors, les banques maintenant ont l'habitude de mener ce type de projet très transverse. Il va falloir une gouvernance et une direction de programme qui sera là pour orchestrer, animer et aligner tous ces acteurs, tout en gardant en tête l'idée de l'agilité et de l'efficacité, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans un projet tunnel, mais en apportant des améliorations notoires, visibles et rapidement. C'est là tout le challenge. Super. Un éclairage côté Kamel ou Amine, le premier des deux. Non, je pense que c'est très vrai ce que vous disiez sur... il faut évidemment mettre l'expérience client au premier plan, mais avoir une importance qui est au moins égale sur tout l'aspect réglementaire et pas tomber dans le piège qui peut être très court-termiste, de vouloir favoriser de l'expérience client qui n'est pas possible selon les textes réglementaires pour favoriser plus d'immédiateté, plus de fluidité ou quoi que ce soit. Ça, je pense que c'est hyper important. Il faut savoir effectivement allier les deux. Je pense que c'est très important, c'est primordial et c'est crucial pour la survie des acteurs. Et de l'organisation interne, je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne. C'est comment est-ce que l'organisation interne est faite de sorte à ce qu'on puisse allier à la fois cette expérience client et ce côté réglementaire. Nous, la façon dont on l'a fait, c'est qu'on a une division, un département, en tout cas une équipe qui s'appelle Customer Operations, dans laquelle il y a à la fois le service client et tout l'aspect connaissance client, réglementation, fraude, vérification d'identité, etc. Et ça permet d'avoir une synergie entre les deux qui est, on voit est-ce que la satisfaction est là et en même temps je sais si je peux y répondre à une insatisfaction tout en ne dérogeant pas au texte réglementaire et à la réglementation. Et ça, je pense que c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Kamel, ça rejoint tout ce que vient de dire. C'est nous autour de la table, j'ajouterais la partie technologique, les développeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les développeurs, quand on met une équipe en place pour toute la partie onboarding KYC, on a à la fois le marketing, on a la partie compliance, on a aussi les développeurs, les UX designers, pour faire en sorte que tout le monde s'aligne sur le besoin du client, la partie réglementaire, mais aussi la partie technologique par rapport au développement. Un projet d'entreprise. Voilà. Donc on est en mode agile constamment et tout le monde se parle pour pouvoir justement améliorer au fur et à mesure l'expérience. Le temps a filé très vite, puisqu'on arrive à la fin des 45 minutes qui nous étaient imparties. J'ai juste envie d'une conclusion sur ce thème KYC, expérience client, injonction contradictoire. J'ai envie de la reformuler même. Finalement, est-ce que le KYC est une opportunité ou une contrainte par rapport à l'expérience client? Juste ça, opportunité, contrainte. Moi, je pense qu'on peut transformer cette contrainte en opportunité, justement. Merci, Kamel. Amine. Je crois que c'est vraiment tout l'enjeu, c'est de transformer ce qui peut paraître ou ce qui peut être vécu très souvent comme une véritable contrainte en opportunité au sens commercial du terme et de relation avec son client. Ouais, je suis totalement d'accord et je pense que KYC, c'est encore une fois,
comme vous l'avez tous mentionné, c'est un sujet qui est beaucoup plus large que le simple aspect réglementaire. Mais en tout cas, sur cette partie-là, qui effectivement est la seule qui peut être perçue comme une contrainte, on peut totalement, grâce à la technologie, la transformer en une zone de non-friction et donc une opportunité limite de satisfaction. Valérie. Et peut-être pour finir, je dirais, on l'a évoqué tout à l'heure, cette contrainte, elle va continuer à s'étendre puisqu'on a besoin de plus en plus de données et le régulateur nous en impose de plus en plus. Et donc c'est un vrai enjeu de travailler ce volet opportunité de manière à ce que ce soit perçu de manière positive à la fois par le client et aussi par les conseillers. Eh bien, merci à tous, merci à vous d'avoir Merci. passé ce temps-là avec Merci. nous.